Bonjour. Alors, tout à l'heure, je parlais donc un petit peu d'une manière d'introduire ces méthodes dites de Range-Kutta, qui sont donc qui constituent une famille un petit peu de méthodes, donc de manière un peu plus générale. Donc, de définir. Et nous avons dit qu'ils se basent sur chaque méthode, en fait, chaque méthode d'ordre donné se base sur une quadrature d'intégrale. Évidemment, il est toujours intéressant de donner une définition générale parce que les quadratures intégrales ne sont pas toujours faciles à déterminer. Vous pouvez donc revoir un petit peu les méthodes de Newton-Cotes. Les méthodes de Newton-Cotes sont les méthodes, je considère un intervalle AB, je choisis un n et puis je discrétise. Je prends h égale à b moins a sur n. D'accord. Et puis, à partir des points xi, qui sont définis par a plus ih, bien sûr i allant de 0 jusqu'au grand n, on définit un polynôme d'interpolation. On détermine plutôt le polynôme d'interpolation par rapport à la fonction f. Et ça nécessite un calcul important, d'accord, mais on sait que pour ces méthodes de Newton-Cotes, sont des méthodes indépendantes de f. C'est-à-dire, pour intégrer entre a et b la fonction f de t, f de s ds, on dit que c'est approximativement égal à p grand n de s ds sur le même intervalle. Et puis, par un jeu de changement de variables affines, on se rend toujours à l'intervalle moins 1, 1, et par un changement de variable affine. Et pour ce jeu de changement de variables affines, Pn de S ds, il s'écrit comme sigma Li f de S f de xi. Li sont les polynômes caractéristiques de Lagrange. Et donc, finalement, tout revient ici à calculer l'intégrale de moins 1 à 1 des polynômes caractéristiques de Lagrange. Et pour les cas les plus simples, nous pouvons obtenir les quadratures simples. C'est les exemples que j'ai donnés. Trapèze, c'est un polynôme d'interpolation de degré 1. Simpson, c'est un polynôme d'interpolation de degré 2. Simpson 3/8, c'est un polynôme d'interpolation de degré 3, donc il utilise 4 points, et ainsi de suite. Et ces méthodes-là, de Newton-Cotes, se sont bien déterminées, quoique leurs formules ne sont pas faciles. Vous pouvez, donc, il suffit de taper méthode de Newton-Cotes n égale à 5 ou n égale à 6, et vous allez trouver des formules. Les formules existent. Jusqu'à un certain n, les formules existent, ils étaient démontrées et tout. Mais ce sont des formules qui vont devenir un petit peu de plus en plus difficiles à élaborer et difficiles à utiliser. C'est pourquoi, après, nous avons donc des définitions, on va dire, d'ordre général, sans passer directement par la quadrature. Je parle des méthodes de Range-Kutta. Donc, une définition générale se forme, si je peux dire, une récurrence, et à partir de là, nous pouvons comprendre ces méthodes, obtenir leurs propriétés, et ainsi de suite. Donc, je vais revenir sur les méthodes de base pour faire une petite lecture dans ces méthodes. Alors, les méthodes de base que nous avons vues. Oui. Regardons ce schéma de ici. Nous avons phi txh, qui est notre fonction, qui est égale à 1 demi de ftx plus
ft plus h, x plus h, f de tx. Lisez bien cette lecture. Nous avons ftx, ça c'est un premier élément. D'accord. Nous avons le deuxième qui est ft plus h et x plus h, f de tx. C'est comme si je prends le premier terme, tx, ftx, et dans le second, j'utilise une transformation. D'accord? J'utilise une transformation. T plus h et x, j'ajoute x plus h fois ftx. Bien sûr, après, ça c'est une formule que nous avons, le schéma de N, nous l'avons obtenu avec la méthode d'intégration dite du trapèze. D'accord? Nous allons trouver cette formule. Si je reviens vers la méthode le schéma, le premier, d'Euler, on va trouver phi égale à ftx, c'est-à-dire il n'y a pas de, il n'y a pas d'ajout, il n'y a pas un deuxième terme. Maintenant, nous pouvons imaginer avec la méthode de Simpson. La dernière fois, nous avons vu qu'il y aurait donc des modifications en partant d'une intégration avec la méthode de Simpson. On peut ajouter donc quelques approximations avec la méthode d'Euler pour rendre la méthode explicite et nous allons obtenir un terme où il y a ftx et c'est translaté entre guillemets, ft plus h. Donc la méthode ou les méthodes de Longe-Kouta s'appuie sur ce principe-là. La sommation, l'intégrale phi, devient une sommation. Et une sommation de quoi? C'est une sommation de termes qui dépendent de la fonction f, mais avec une manière donc très spécifique. C'est-à-dire que là, j'ai déjà sommation j'ai la somme de deux termes ici, ftx et f de quoi? De t plus h, x plus h, ftx. Regardez, le premier, il figure dans le deuxième. Donc, c'est de quoi? Le ftx, c'est le premier terme de la sommation, mais il figure aussi dans le deuxième terme. C'est-à-dire, tout simplement, je peux dire ici, oméga, c'est 1 demi, oméga 0, c'est 1 demi, et oméga 1, c'est 1 demi, f de x0, phi de x0, c'est phi couple le premier tx, et phi de x1, c'est f de deuxième couple t plus i, t plus h, x plus h, ftx. D'accord? C'est si je veux décomposer mes fonctions. Donc, pour y arriver, allons donc, voilà, alors, c'est notre cas. Nous avons l'intégrale à évaluer. Le premier membre ne pose aucun problème. La dérivée, la fonction x' apport primitif x et le calcul se fait sans difficulté. Mais là, pour l'intégrale second membre t1 tn plus 1 fs xs ds, je peux noter fs xs comme étant g de s. Donc j'aurai comme l'intégrale de abf tout à l'heure, mais de a à b g de s ds. Et je vais utiliser ma quadrature. Quelle est la quadrature? C'est une sommation de oméga k, g de xk. G de xk, ou g de alpha k plutôt, g de alpha k va être égal f de alpha k, x de alpha k. C'est pourquoi on dit cette approximation. Donc voilà pour revenir un petit peu là où nous étions. Donc nous avons dit que une quadrature, je peux maintenant dire une quadrature g de s de s. Je peux dire et enlever le b-a ici, l'intégrer avec les oméga i, c'est pas grave. Donc je peux dire que c'est sigma oméga i oméga k pour garder une notation f de xk. K
allant de 0 jusqu'à certain n. Voilà, petit n. D'accord? Ça, c'est une quadrature. K allant de 0 jusqu'au petit n. Je veux utiliser cette quadrature dans l'intégration de l'équation différentielle. L'intégration de l'équation différentielle va me donner x tn plus 1 moins x tn. Bien sûr, je suppose que j'ai déjà discrétisé mon intervalle et tout. Intégrale de tn à tn plus 1, f de s, x de s, ds. Donc, je fais la liaison avec le choix. J'ai cette fonction-là, d'accord? Donc, je vais écrire approximativement égal sigma k allant de 0 jusqu'à n. Il y a un petit souci ici avec le n, donc je vais mettre i plus 1, je vais mettre i ici, je vais mettre i ici et i plus 1 là. Ça aussi parmi les difficultés qu'il faut faire très attention par rapport à ces difficultés. Le jeu d'indices, il est important. Donc, il faut faire très attention à ne pas donc utiliser les mêmes indices pour deux éléments. Donc, ici, les TI, c'est T0 plus IH. H, c'est, nous sommes sur un intervalle T0 plus grand T. Donc, H, c'est grand T sur grand N. D'accord? Donc, et là, les points sont le petit n, c'est le nombre de points pris dans l'intervalle qu'on va prendre dans l'intervalle t et t plus 1. D'accord? Ce n'est pas le même ici. Parce que grand n, c'est l'indice des points qui sont dans l'intervalle AB. Donc, pour éviter ces éléments. Donc, si je n'ai pas d'intervalle AB, je peux mettre grand N ici. Donc ici, j'aurai oméga k. G de alpha k, c'est f de alpha k, x de alpha k. Voilà donc une quadrature. Bien sûr, regardez le schéma avec les approximations. Nous avons un terme ici. Mais là, ce qu'on va obtenir, c'est que on aura plusieurs parties, une sommation de valeurs via f. Donc, une fois c'est alpha 0, et alpha i sont des points qui appartiennent à l'intervalle ti, les alpha j, les alpha k ici, voilà, les alpha k sont dans l'intervalle ti, t plus 1. C'est comme si je discrétise à nouveau. C'est comme si je discrétise à nouveau, donc l'intervalle ti, t plus 1. Donc, c'est les points qui sont, j'aurai f, mais j'aurai f plusieurs fois. F avec l'indice 0, f avec l'indice 1, f avec l'indice 2. Est-ce que c'est la même chose? Évidemment, non. Et ça va me permettre d'avoir une sommation avec certaines relations. C'est alpha 0, c'est le premier terme. Le deuxième, c'est alpha 0 plus le page. Donc, si maintenant, j'oublie toute cette partie-là, c'est-à-dire, il n'y a pas de AB, je peux utiliser donc H comme pas de discrétisation dans mon intervalle T et T plus 1 pour ne pas alourdir l'écriture alpha K. Alpha K ici. D'accord? Pour ne pas alourdir l'écriture. Donc, maintenant, le schéma, des schémas, parce qu'il s'agit des méthodes en fait, ce n'est pas une méthode, c'est des méthodes comme plusieurs méthodes, on va dire des méthodes emboîtées, c'est-à-dire une peut donner lieu à l'autre. Une peut donner lieu à l'autre. Évidemment, la méthode la première méthode, si je peux dire, de Lange-Cotta, c'est la méthode d'Euler. Je prends un seul poids ici, donc n égale à 1, n égale à 0. J'aurai oméga 0, f alpha 0, c'est quoi alpha 0? C'est TI, c'est le premier point, x TI,
x alpha 0 va être x ti. Donc, ce terme-là, c'est exactement, donc, bien sûr, il y a un h, il y a un h, il y a un h, c'est ti moins t plus 1 moins t. Ce terme-là, avec n égale à 0, j'aurai un terme ici, un terme là. Je vais retrouver ici phi de ti, et ici phi de xti. Donc, c'est exactement le schéma d'Euler. Mais après, lorsque je vais passer à n égale à 1, je vais prendre deux termes en fait, oméga 0 et oméga 1. Alpha 0 et, va être TI. Alpha 1 va être TI plus 1. Dans ce cas, j'aurai quelle méthode? Quelle méthode? C'est la méthode, évidemment, de N, mais nous allons détailler ces calculs pour trouver cette méthode, et ainsi de suite. Donc, comment sont définies ces méthodes d'une manière générale? Donc, ces méthodes, elles sont définies d'une manière générale de cette manière. Une méthode de Runge-Kutta, c'est une méthode qui est écrite sous forme xn égale à h sigma, la somme de i à s, bon, là j'utilise s pour éviter le n, de i à s de quoi? De bi fois k à la puissance i. Et les ki sont définis d'une manière récurrente comme ça. D'accord? Regardez ici, h, c'est, bon, comme dans l'ensemble des schémas numériques, h c'est le pas et la part, c'est le phi, c'est cette sommation-là. D'accord? Et cette sommation, elle se compose de coefficients BI multipliés par les KI. Les KI sont quoi? Regardez ici, les KI sont des expressions avec la fonction, bien sûr, mais d'une manière très particulière et très spécifique. Commençons par K1. Tout à l'heure, j'ai dit K0. Bon, de préférence, donc, utiliser K1. Regardez pour K1. Il est défini comme dans le premier, nous avons dit le premier schéma de Runge-Kutta, c'est la méthode d'Euler. Donc, pour retrouver la méthode d'Euler ici, j'aurai quoi? J'aurai S égale à 1, S égale à 1, donc un seul terme, B1, K1, B1 c'est 1, et K1, ça doit être FTNXN. C'est exactement la définition. Donc, le premier schéma de Runge-Kutta, c'est exactement le schéma d'Euler, avec un choix spécifique. Donc, les KI, comment ils sont définis d'une manière générale? C'est une définition, il faut faire très attention, manipuler quelques éléments de cette définition pour la comprendre. Au début, elle semble un peu être difficile, mais après, donc, facilement donc, maîtriser ce concept. Donc, K1, c'est exactement F de Tn xn. Pourquoi Tn xn là? Parce que nous sommes en train de travailler dans l'intervalle Tn plus 1. D'accord? On se place pas dans un intervalle AB général, mais dans un intervalle après une première discrétisation. L'intervalle du temps T0, T0 plus grand T, il est discrétisé en des points XN, en des points Tn. Donc, nous avons de T0 à T grand N, avec la même méthode de discrétisation que nous avons vue depuis le début. Maintenant, nous plaçons dans l'intervalle Tn, Tn plus 1, d'accord? Et dans cet intervalle, nous allons, c'est ce que nous avons fait auparavant, dans le slide d'avant, intégrer les deux membres de l'équation différentielle et remplacer le second membre par une quadrature. Cette quadrature, elle est quelconque maintenant. Pour, comme nous avons dit tout à l'heure, je peux utiliser l'interpolation, je peux utiliser les méthodes de Newton-Cotes, je peux utiliser pas mal. Les méthodes de Runge-Kutta utilisent des choix bien spécifiques pour cette quadrature. C'est les BI, KI, la quadrature, c'est sous forme de BI, KI, avec les KI qui sont définis de cette manière. K1, c'est FTN-XN. Donc, nous sommes toujours dans le cadre du schéma d'Euler. Regardons K2. FTN plus une constante, C2 fois H. D'accord?
virgule, virgule, xn plus h, une constante A21, K1. K1, c'est quoi? C'est f ici. Et nxn. Rappelez-vous ici, par exemple, la méthode point milieu. Vous avez quoi ici? Vous avez 1 demi. F de Tn plus 1 demi de H, Xn plus, nous avons vu méthode de point milieu, de quoi? De F Tn Xn encore. Donc on retrouve exactement la même forme, sauf que les constantes restent à déterminer. La même chose pour la méthode de N. Nous avons Ftn, c'est 0, une constante, Ftn plus H. Donc C va être, dans ce cas, la constante va être 1. Xn plus H, F2, un terme, une constante multipliée par le terme Ftn, Xn. D'accord? Regardons le niveau supérieur. C'est toujours K3 égale à Tn plus une constante C3H, Xn plus H, mais il ne s'agit pas d'un seul terme ici, comme HA21, K1, il s'agit de deux termes précédents, d'une combinaison des deux termes précédents, c'est-à-dire une constante H, bien sûr, le pas H, bien sûr, toujours, mais A31, K1 et A32, K2. Je combine les KI au niveau et je continue de la sorte. Si je veux écrire ici K4, je vais écrire quoi? C'est F2 Tn plus C4H, Xn plus H, je vais écrire quoi? H41K1, plutôt A41K1, plus A32K2, plus A43K3. Et donc chaque KI utilise l'ensemble des KI précédents. C'est très important de noter. Donc, arrivé à un certain niveau S, KS, c'est Ftn plus une constante CS fois H, virgule, Xn plus H. Regardez le Xn et le H ici sont toujours constantes, il n'y a pas de changement. Mais ce qui est entre parenthèses, c'est une combinaison de l'ensemble des KI calculés précédemment, de AS1K1 jusqu'à AS, virgule, S-1. Je n'arrive jamais à, regardez ici, je n'ai pas A22, ici je n'ai pas A33, parce que j'utilise juste les KI qui sont les précédents. Donc je n'arrive pas jusque l'indice courant. C'est pourquoi j'ai ici AS, virgule, S-1, KS-1. Et à partir de l'ensemble de ces constantes-là, je formule mon schéma comme étant Xn plus 1 égale à Xn plus H, et je fais la somme des BI, KI. Voilà comment je peux écrire une méthode, le schéma général de Runge-Kutta. Bien sûr, les équations sont des équations, encore une fois, successives. Je ne peux pas sauter d'étape. Je dois calculer K1, je dois calculer K2 pour arriver à K3. Et je dois calculer K1, K2, K3 pour arriver à K4. Donc, il n'y a pas de possibilité de faire des sauts. D'accord? Ce sont des équations successives. Et après, je détermine l'ensemble des KI, ben le schéma numérique, je vais l'écrire Xn plus 1 égale à Xn plus H, la sommation de tous les KI, mais multiplié par des constants bien choisis B. Donc, ces méthodes-là de Runge-Kutta, ils sont gouvernées par quelles constantes? Bien sûr, ils sont déterminés par F, ça c'est normal qu'on va trouver F, mais ils sont gouvernés par les constantes
CI, regardez, c'est la constante CI, c'est le pas de temps qu'on ajoute. Au niveau 1, on n'ajoute pas de C1, c'est Tn. C1 égale à 0. Au niveau 2, j'ajoute un C2 de temps. Donc, vous allez voir par la suite quelles sont les conditions sur les CI. Donc C2 de H. Donc les CI, c'est la partie qu'on ajoute au temps. Tn plus I fois H. À chaque niveau, CS plus H. À chaque niveau. Et nous avons les A et G, si vous voulez. Les A et G, c'est quel coefficient? C'est le coefficient des KI dans la combinaison. D'accord? Dans la combinaison. Nous avons dit à chaque niveau, on retrouve dans l'équation une combinaison des KI de tous les niveaux antérieurs. Donc, ces combinaisons, comme il s'agit de deux niveaux, parce que nous avons l'indice S qui nous donne l'équation, le niveau d'équation où nous travaillons actuellement, et nous avons l'autre indice qui nous donne qui énumère l'ensemble des équations à partir de 1 jusqu'à S-1. C'est exactement ce que nous avons. Nous avons les AI, ils sont doublement indexés. Ils sont indexés d'abord par le niveau de l'équation. On arrive à KS, donc c'est KS. J'arrive à K7, donc j'aurai A7. A7, deuxième indice, elle parcourt l'ensemble des équations de 1 jusqu'à 6, 7 moins 1. C'est pourquoi nous avons ici forme, les AI, je peux les imaginer comment? Regardez, j'ai A21, dans le niveau suivant, j'ai A31, A32, dans le niveau suivant, j'aurai A41, A42, A43. Donc, je peux facilement imaginer les AI comme une matrice, d'accord? Comme une matrice qui est diagonale supérieure, je pense, oui. C'est-à-dire la partie supérieure, elle est nulle. Donc, ou vide, je creuse. Je peux donc imaginer les AI comme ça. J'ai les CI, C1, C2, C3, donc je peux l'imaginer comme un vecteur. Et j'ai les BI, de la même manière. Les BI ne figurent pas dans les calculs des KI. Les BI ils figurent seulement dans la formulation définitive du schéma numérique. Xn plus 1 égale à Xn plus H sigma des BI KI. Donc, je peux imaginer les BI, c'est B1, B2 jusqu'à BS. Donc, je peux imaginer ça comme un vecteur. Bon, en fait, cette constatation nous permet de présenter donc ces formules d'une manière un peu plus lisible dans un tableau. Donc, ce tableau, c'est le tableau élaboré par Jean Bucher, donc dit dossier tableau de Bucher. Donc, c'est un tableau qui se présente sous cette forme-là. D'accord? Donc, nous avons sur une première colonne, si vous voulez, je vais placer l'ensemble des CI en remarquant que C1, c'est 0. Et puis, sur la dernière ligne, d'une manière bien choisie, je vais présenter les BI et je vais présenter les coefficients A et J, si vous voulez, ou ASJ, si vous voulez, qui sont, nous avons remarqué, cette nature triangulaire, pas diagonale, triangulaire. Donc, cette nature triangulaire de ces éléments. Voilà comment je peux imaginer donc ce schéma. Une fois que j'ai ces éléments, je sais que je vais calculer d'abord les KI, d'accord? Je vais dire que K1, comme ce que nous avons ici, c'est Ftn xn, il n'y a aucun calcul à faire. Ça, c'est par rapport à cette première ligne.
par rapport à cette première ligne-là, K1. K2, c'est par rapport à cette deuxième ligne. Donc, pour écrire K2 par rapport à cette deuxième ligne, je sais que je vais ajouter C2 fois H, ajouter à Xn. Donc, ça va me faire F de l'ajouter à Tn. Donc, ça va me faire F de Tn plus C2H. Et je sais que je vais considérer ce terme-là multiplié par le précédent, Ki. Donc, K1. A de 1, K1. La même chose ici. Je suis à ce niveau-là. Je sais que je vais ajouter C3H à Xn. Ça va me faire F de Tn plus C3H, virgule, Xn plus H. Et ce qui est entre parenthèses, c'est la combinaison des deux Ki précédents, c'est-à-dire Ka et K2. J'aurai A3A K1 plus A32 K2. Et ça me donne exactement cette formule. La première colonne, elle me précise le coefficient de A. La portion de H, la proportion de H, si vous voulez, que je dois ajouter ici. Je l'ajoute à quoi? Je l'ajoute à Tn. Tn plus CSH. À chaque niveau, il n'y a pas de problème par rapport à ça. Et là, Gxn plus H, ça c'est un terme qui ne change pas. Mais H, il est multiplié par un autre terme entre parenthèses. Ce terme, il est défini par quel outil? Il est défini par les ASG, si vous voulez. C'est une combinaison, chaque niveau est combinaison des niveaux précédents avec les cailles. Et BI, les BI figurent où? Ben, les BI figurent à la fin. Pour écrire mon schéma numérique, ben, je vais écrire Xn plus 1 égale à Xn plus H sigma de BI Ki. Et donc, le BI. Supposons qu'on veut écrire ce tableau jusqu'au l'ordre 5. S égale à 5. Donc, je vais écrire ce tableau jusqu'au l'ordre égal à 5. Ben oui, nous allons commencer par C1 égale à 0, C2, C3, C4 et C5. La première colonne. Nous avons B1, B2, B3, B4 et B5. Nous n'avons aucun terme ici, parce que ici c'est pour K1. K1 il est donné directement par F, donc il n'y a pas de combinaison. Je ne peux rien combiner par rapport à K1. Il n'y a pas de KI précédent. Donc il n'y a aucun terme ici, je peux mettre 0 sur 0. Par contre ici, j'ai le terme A de 1. Seulement ce terme-là. Parce que ici c'est K2, je ne peux exprimer K2 qu'en fonction de K1. Donc j'ai un seul terme. D'accord? Par contre ici, j'ai K3, je peux l'exprimer en fonction de, je dois l'exprimer en fonction de K1 et K2. K1 avec le coefficient A3A et K2 avec le coefficient A32. Première constatation, les AI ne sont définis que pour AS, J, avec J strictement inférieur à S. Voilà donc ce que je peux dire ici. Pour S égale à 1, G inférieur strictement à 1, il n'y a aucun indice 0, donc il n'y a pas de AI. Il n'y a pas de A, il n'y a pas de A. Deuxième ligne, S égale à 2, je peux définir les AS, les A2G, à condition que J soit strictement inférieur à 2, donc 1. Voilà. Troisième ligne, je peux définir les A3G avec J strictement inférieur à 3, donc G 1 et 2.
je vais ajouter d'une manière naturelle ici A4-1, A4-2, A4-3, et là, c'est A5-1, A5-2, A5-3 et A5-4, mais pour un nombre donc régulier. Donc la question, la difficulté ici, c'est de déterminer ces coefficients. Nous allons donc voir quelques exemples d'abord. Les exemples élémentaires. Les exemples élémentaires. Bien. Alors, les exemples élémentaires. Pour la méthode d'Euler, voilà ce que nous avons. Pourquoi nous avons seulement ce tableau comme ça? Nous avons dit, la méthode d'Euler, c'est une méthode qui s'écrit xn plus 1 égale à xn plus h f de tn xn. Si je compare cette formule avec la formule là en bas par rapport au range quota, xn, h, donc je vais trouver s égale à 1, et j'ai un seul terme B1 et K1. C'est tout. D'accord? C'est-à-dire, je peux faire la comparaison avec xn plus 1 égale xn plus h B1 K1. Mais, ça c'est range quota pour premier niveau. Mais comme K1, je sais que c'est par définition K1, c'est f de Tn xn, donc je vais déduire que B1 est égal à 1. D'accord? Et K1 égale à f de Tn xn. Et donc, pourquoi j'ai 0 ici? Parce que j'ajoute rien ici. Je n'ai pas Tn plus s. J'ai 1 ici, c'est B1. J'ai aucun élément ici. C'est tout à fait normal. Pourquoi? Parce que j'utilise seulement K1. Je n'ai pas de combinaison à faire. D'accord? Je suis au tout premier niveau. C1. Donc, K1. D'accord? K indice 1 si vous voulez. Voilà. K indice 1, je suis au premier niveau. Donc, j'ai rien combiné. Donc, j'ai aucun élément AI. J'ai le coefficient pour C, c'est 0 parce que j'ai rien ajouté ici. Tn plus, normalement, s'il y avait une valeur, je vais ajouter une valeur, une proportion de H, je ne l'ai pas. Et B1, c'est 1. Donc, c'est la méthode d'Euler, c'est trivialement, c'est le premier niveau des méthodes de Range-Kutta avec C1 égale à 0, B1 égale à 1, et il n'y a pas de AI, de ASI. Deuxième cas. Voilà. Bien. Deuxième cas. Point milieu. Point milieu. Alors, revenons sur ce schéma point milieu. Ces éléments-là, il faut y aller étape par étape pour mieux cerner ces éléments-là. Je ne sais même pas si j'ai la formule ici ou pas. C'est E. Voilà, point milieu. Observons ce point milieu. Regardez ce que j'ai. J'ai f de t plus h sur 2. J'ai x plus h sur 2 f de tx. Prenons cette expression-là. Analysons-la doucement. J'ai xn plus 1 égale xn
plus H, d'accord? Et mon phi, c'est tout le reste. C'est ft plus h demi, x, h demi, ftx. Ft, c'est h de f tn plus 1 demi, xn plus h de quoi? À partir de la formule de h sur 2, d'accord? ftn xn. h sur 2, f de tn xn. Bon, les accolades ici, ils sont superflus. Je peux les enlever. Et je veux comparer avec ce premier schéma. Est-ce que je peux dire que c'est la même chose? Évidemment, non. Pourquoi? Parce que je n'ai pas K1 ici. Rappelez-vous, K1, c'est quoi? K1, c'est ftn xn. Ici, j'ai ftn plus 1 demi. Et j'ai xn plus h 1 demi de ftn x. Donc ici, ce n'est pas K1. Donc ça doit être quoi? Donc c'est là l'analyse qu'il faut faire. Ici, je ne peux pas, même avec B1 égale à 1, je ne peux pas écrire que tout ça c'est K1. Parce que K1 c'est ftn xn. Là, je n'ai pas Tn. J'ai Tn h sur 2, Tn plus h sur 2, et j'ai xn plus h sur 2 le reste. Je reviens sur le tableau. Voilà. Je reviens sur ce tableau-là. Donc, j'ai Cn, plutôt Tn plus h sur 2. Et la formule me dit, regardez, Tn plus une constante fois h. Donc, je peux déduire que là, j'ai un demi pour C2. D'accord? La formule, elle me dit, si je passe au niveau supérieur ou au niveau deuxième niveau, troisième niveau, peu importe, j'ai toujours f de quoi? De Tn plus une constante Cs multipliée par h. En particulier, dans notre cas ici, j'ai h demi. Donc, je sais que là, j'aurai certain Cs qui est égal à 1 demi. Ça, c'est de ce point de vue. Maintenant, bien sûr, est-ce que c'est C1 ou est-ce que c'est C2 ou est-ce que c'est... On va voir. Maintenant, de l'autre côté, regardons la formule. On nous dit quoi? Xn plus h, un jeu de combinaison des KI. Xn plus h avec une combinaison des KI. Regardons ce que nous avons ici, à l'intérieur. Xn plus h avec quoi? Est-ce que j'ai une combinaison ici? Non, j'ai un seul élément. Quel est cet élément? Cet élément, c'est celui-là. D'accord? Donc, je n'ai pas de combinaison. Je n'ai pas deux éléments. Donc, j'ai un seul. Quel est cet élément? Je reconnais ftn xn, K1. N'oublions pas, il est là. D'accord? Donc, j'aurai finalement ici h 1 demi, si vous voulez, K1. Donc, mon SC ici, je ne vais pas laisser S ici, CS comme ça, là c'est C1, parce que je n'ai pas
une combinaison ici. Si j'avais une combinaison K1, K2, je sais que le coefficient va être, je vais me poser la question, est-ce que c'est C1 ou C2? Mais ici, j'analyse mon schéma, je trouve que là, j'ai seulement K1 qui figure comme dans la combinaison du 12e variable ici, de la 12e variable. Donc, j'ai voilà, un demi qui doit être mon élément DAI. J'ai XEN, GCI, reste à déterminer BI. BI, c'est quoi? Là, c'est une question. Est-ce que j'ai B0? Est-ce que j'ai B1? La formule me dit que xn plus 1 pour la méthode de Range-Kutta, xn plus 1 est égal à xen plus sigma bi ki. Est-ce que j'ai le terme K1 indépendamment de H? Oui, bien sûr, j'ai H ici. Est-ce que j'ai le terme B1, K1? Bon, je ne sais pas pourquoi je reviens toujours à 0, c'est B1, B2. Alors, est-ce que j'ai le terme K1 qui figure dans la formule poids milieu? Non, parce que je n'ai pas FTN, XEN. Ce n'est pas celui-là, parce que celui-là, il est dans l'argument de F. Tout ça, c'est un même terme. Il faut faire très attention. Donc, je n'ai pas ce terme-là, ça veut dire que B1, c'est 0. B2, c'est quoi? Ben, j'ai ici H fois B1, c'est 1. D'accord? Donc, regardons le tableau maintenant de cette méthode point milieu. Voilà ce que nous avons. Nous avons C1 qui est égal à 0 toujours. C1 égale à 0. Oui, c'est vrai. Là, c'est C2. C2 qui est en fonction de K1. C1, il est toujours égal à 0. C1 égale à 0, C2 égale à 1,5. Là, nous avons A21 qui est égal à 1,5. Et nous avons B1 égale à 0 et B2 égale à 1. Voilà le tableau présentant, tableau de Bucher, présentant le schéma point milieu. Donc là, comment je vais écrire? Là, je vais écrire xn plus 1 égale à xn plus h B1K1 plus B2K2. Et je sais que B1 est égal à 0. Donc, finalement, j'aurai un seul terme, c'est xn plus h B2K2. Mais K2, c'est à déterminer fonction des éléments. Un cas plus important, l'un des schémas les plus importants, c'est le schéma Range-Kutta, on va dire 4, qui utilise ce tableau-là. D'accord? Avec S égale à 1, 2, 3, 4. Avec S égale à 4. D'accord? Avec S égale à 4. Et donc, ce tableau-là doit être décliné en des équations. Comment je vais écrire ces équations? D'accord? Je vais calculer K1. K1, il est donné. De toute façon, c'est toujours FTN, XN. Je vais calculer K2. Je vais calculer K3 et je vais calculer K4. Et après, je dois combiner donc tout ça avec les coefficients BI qui sont 1 sixième, 1 tiers et 1 sixième. D'accord? Donc, si je veux exploiter ce tableau, bien, je vais pouvoir le faire de la manière suivante. Voilà. Je vais pouvoir le faire de la manière suivante. J'ai donc reprendre les valeurs ici pour travailler tranquillement. 1,5, puis 1,5, puis 1.
Et j'aurai ici un demi. J'ai 0 et un demi. J'ai 0, 0 et 1. Et puis, j'ai un sixième, c'est plutôt un tiers et un sixième. Nous avons ce tableau. Comment je vais déterminer le schéma de Range-Kota 4. Parce que ici, j'ai K, j'ai, on va dire, KJ. Donc GG égale à 1, G égale à 2, G égale à 3, J égale à 4. D'accord? Et puis, j'ai les CI, sont là, 1, 2, 3, 4. Et j'ai les BI, sont là. Bien, maintenant, K1, ici, aucun calcul, c'est FTN, XN. K2, K2, c'est une combinaison, entre parenthèses, parce que c'est une combinaison, mais d'un seul élément, c'est K1. Donc, c'est quoi? C'est F de Tn plus C2H xn plus H A de 1 K1. C'est la formule que j'ai. Donc, je remplace. J'aurai K2 égale à F Tn plus C2 Tn demi. Donc, H sur 2 xn plus H A de 1. A de 1, c'est 1 demi. Donc, H sur 2 K1. C'est le schéma point milieu. D'accord? C'est le schéma point milieu. Tn plus H demi, xn plus H demi fois quoi? K1, c'est Ftn xn. Donc, je retrouve exactement le schéma point milieu. D'accord? Maintenant, K3 égale F de Tn plus C3H facteur de xn plus H. Là, j'ai une combinaison. Parce que maintenant, je suis au niveau 3, donc j'ai 2 KI, 2 KG au niveau précédent. J'ai K2 et K1. Donc, je vais écrire A32, A3, A31, K1, plus A32, K2. Donc, évidemment, je peux remplacer. J'aurai F de quoi? De Tn, C3, c'est 1 demi. Donc, c'est H sur 2. J'ai xn plus H multiplié par A31. Je n'aurai pas ce terme-là, fois K1. J'aurai A32, 1 demi, fois K2. J'aurai K2, donc H, K2 sur 2. Voilà, je ferme la parenthèse. D'accord? Et K4, je vais traiter encore de la même manière. Pour K4, donc j'aurai F de Tn plus C4H et plus H, virgule, xn plus H. J'ai quoi? J'ai A 4,1 K1, mais 4,1 c'est 0. J'ai A 4,2 K2, mais A 4,2 c'est 0. J'ai A 4,3 K3, donc c'est 1, j'aurai ici K3.
Et donc, voilà, je ferme la parenthèse. Une fois j'ai calculé K1, K2, K3 et K4, je peux formuler maintenant xn plus 1 égale à xn plus h sigma BEKI. Donc, c'est K1 sur 6 plus K2 sur 3 plus K3 sur 3 plus K4 sur 6. Évidemment, les KI, c'est ce que nous avons, c'est ce que nous avons calculé auparavant. Bien sûr, vous pouvez dire, bah oui, cette méthode-là, elle présente un certain nombre de calculs énormes. Oui, c'est vrai, c'est le cas de ces méthodes-là. Pour obtenir des méthodes importantes, parfois il y a un peu plus de calculs. Ce calcul n'est pas destiné d'être fait à la main, quoique on peut faire quelques itérations, comme j'ai dit tout à l'heure, pour tester nos connaissances et pour prendre la main des méthodes. Mais sachez tout simplement que cette méthode-là, range quota d'ordre 4, c'est une méthode qui est très fiable, qui est populaire et qui est la base de ce qu'on appelle parfois, de manière générale, des solvers. Les solvers, c'est des programmes élaborés par des outils de programmation et qu'il suffit de leur donner les paramètres de votre équation et va vous donner donc des estimations de solutions. Ces solvers existent sur MATLAB, par exemple. Vous avez étudié quelques aspects de MATLAB en S5. Donc, cette méthode, elle est la base d'un solver très connu sur MATLAB. Peut-être que nous allons, donc, si nous avons le temps, faire une petite simulation par rapport à ce côté-là. Donc, c'est une méthode qui est très utilisée. Elle est la base d'un solver, comme j'ai dit, donc, un peu populaire sur MATLAB. Mais c'est une méthode, comme vous avez vu, qui nécessite beaucoup de calculs si on veut avoir un schéma explicite, parce qu'il faut aussi, ici, imaginez que vous êtes en train de remplacer l'ensemble des KI dans votre équation, dans votre égalité en bas. Déjà, la formule va être une formule longue à déchiffrer, à calculer et tout. Donc oui, ça c'est la nature de la discipline, mais il faut essayer de comprendre, manipuler donc ces éléments-là, faire attention au jeu d'indices. Il suffit d'inverser un indice et rien ne marchera. Donc il faut vraiment faire attention au jeu d'indices et bien sûr même aux fonctions qui sont, on va dire, emboîtées. Lorsque vous avez f2, première variable, virgule, dans la deuxième variable, vous avez encore la fonction f, et encore première variable, deuxième variable. Voilà, donc il y a des éléments qui sont très importants à manipuler et à pratiquer. Bien sûr, ici, nous avons, on peut remarquer que nous avons méthode donc range quota 1, qui est la méthode d'Euler explicite. Nous avons range quota 2, qui est point milieu. Et nous avons sauté directement range quota 4, LK4, parce que nous avons dit que c'est une méthode qui est très utilisée dans certains solvers. Mais nous pouvons aussi définir donc range quota 3 et regarder ce que ça donne comme situation. Donc c'est une activité que nous pouvons donc faire, et ça serait l'occasion avant de faire de déterminer le coefficient, parce que là on vous donne le coefficient de range quota 4. On peut les calculer avec, comme j'ai dit, d'autres méthodes basées sur l'intégration et tout. Mais
pour Range-Quota 3, nous allons explorer une autre manière de faire. C'est-à-dire, nous allons essayer de lire un petit peu ces définitions-là, de trouver des relations, la définition, il est là, voilà, ces définitions-là, ces équations, ces conditions, ces coefficients-là, et pouvoir voir est-ce qu'on peut trouver des relations entre les différentes coefficients, des conditions sur ces coefficients. Parce que nous avons les coefficients CI, nous avons les coefficients ASJ, pour chaque niveau S, nous avons les coefficients ASJ, et nous avons les coefficients BI. Donc, c'est quand même un certain nombre de coefficients. Est-ce que nous avons des relations pour ces coefficients, des conditions? Bien sûr, si oui, nous pouvons espérer, pour quelques cas, à partir d'un tableau comme ça, essayer de calculer, de déterminer ces coefficients pour obtenir le schéma. C'est-à-dire, regardez, c'est un peu le chemin inverse. Une première approche, c'est d'utiliser les méthodes d'intégration connues et appliquer leur quadrature pour obtenir donc les méthodes, au moins les premières méthodes de Longe-Quota. La deuxième, c'est d'attaquer directement le tableau de budget comme ça et d'essayer, moyennement des remarques, des observations sur les coefficients, de trouver, et ça c'est quelque chose que pour ceux qui vont peut-être continuer en analyse numérique par la suite, c'est quelque chose qu'on le fait constamment pour essayer de déterminer quelques valeurs possibles pour les coefficients pour pouvoir élaborer le schéma. C'est-à-dire, nous ne serons pas sur une seule valeur pour chaque coefficient, mais des valeurs possibles qui répondent donc aux conditions. Bon. Alors, voilà ce que nous pouvons donc remarquer en faisant la liaison des méthodes Range-Quota avec les notions que nous avons vues auparavant, sont des conditions démontrables qu'on peut démontrer. Donc, les démonstrations existent dans la littérature. Je ne sais pas si on aura donc la possibilité de revenir sur les détails pour ces démonstrations. Et il faut au moins les comprendre et les utiliser. Si on n'arrive pas à revenir sur l'ensemble de ces démonstrations. Alors, un schéma Range-Quota est consistant d'ordre au moins 1, rappelez-vous, au moins 1, d'accord, avec le problème de Cauchy, c'est seulement si la somme des BI c'est 1. Ça, c'est une condition qui discute le fait que le schéma RK soit consistant, d'accord, au moins d'ordre 1, ou bien au moins d'ordre 2. Au moins d'ordre 2, la sommation des BI-CI égale à 1,5 et la sommation des BI, la sommation de I allant de 1 jusqu'à S de BI, multipliée par la somme partielle des A et G pour I bien sûr fixe et G allant de 1 à I moins 1 est égal à 1,5. D'accord? Voilà le genre de conditions qu'on peut trouver. Une fois avec ces conditions, d'accord, vous allez voir, ça ce sont des remarques pour des cas pratiques, je vais les sauter en ce moment. Une fois on veut construire un schéma de Range-Quota et on veut qu'il soit consistant, là, nous pouvons utiliser ces conditions-là. Nous pouvons utiliser ces conditions-là, ou bien leurs variantes qui sont là, consistent à remplacer donc les conditions là, c'est des conditions équivalentes. Là, c'est des conditions, regardez, on dit impose, on impose. Ça veut dire quoi? Ce sont des conditions suffisantes. Si nous avons ces conditions, nous pouvons obtenir donc le fait que les méthodes soient, que chacune des méthodes soit consistante. Et donc, nous pouvons utiliser ces caractérisations-là sur ce tableau-là. Chaque caractérisation, nous allons revenir sur ces détails. Donc,
prochaine fois, juste pour vous donner une idée. Donc, nous avons des conditions, on obtient des relations entre les AI, les CI et les BI, d'accord? On remplace dans des équations algébriques, donc on peut remplacer, essayer de réduire quelques paramètres, mais finalement, arriver à une certaine condition. Oui, donc ces conditions-là vont nous permettre d'arriver à on va dire, un système. Il s'agit d'un système d'équations non linéaires. D'accord? Donc, vous regardez, vous avez B2, C2 au carré, vous avez B3, C3 au carré. Dernière équation, vous avez B3, A3, 2, C2. Tous ces éléments-là, c'est un système qui est d'équations, pas des systèmes d'équations non linéaires. Et donc, ce genre de système, nous n'avons pas une méthode précise, on va dire, comme des systèmes linéaires, mais nous pouvons chercher des solutions et dans cet exemple-là, nous pouvons, voilà ce que nous avons, des solutions possibles. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je peux donner maintenant ici 3 méthodes Runge-Kutta. Pour chaque tableau, c'est une méthode Runge-Kutta d'ordre 3. D'accord? Donc, je vais venir sur cette partie-là. Donc, comment, à partir du tableau de budget, avec les conditions sur la consistance de la méthode de Runge-Kutta, comment nous pouvons développer des calculs, arriver à un système d'équations non linéaires pour pouvoir trouver une solution possible. Et une solution possible, ça veut dire une possibilité pour formuler la méthode de Runge-Kutta, mais ça veut dire aussi qu'il y a probablement d'autres solutions. Voilà, je pense que je vais m'arrêter donc aujourd'hui à ce niveau-là, sauf si vous avez des questions. Donc, pratiquement, c'est l'essentiel pour les méthodes de Runge-Kutta. C'est ce que nous avons vu depuis le début. Nous avons donné la définition des méthodes de Runge-Kutta qui se basent sur l'utilisation d'une quadrature pour l'intégrale Tn plus 1 fsxs, d'accord? Une quadrature plus générale, parce que même la méthode rectangle à gauche ou bien la méthode point milieu ou bien la méthode trapèze que nous avons utilisée auparavant sont des quadratures, mais sont des quadratures simples. Sont des quadratures liées à des polynômes d'interpolation de degré 0 ou de degré 1. C'est là la différence. C'est degré 0, c'est les deux méthodes, rectangle à gauche et point milieu. Et polynôme d'interpolation de degré 1, il donne la méthode du trapèze. Mais à partir de 2, les méthodes deviennent un peu plus développées et donc nécessitent beaucoup de manipulations pour obtenir les quadratures associées, pour appliquer les quadratures et pour obtenir un schéma numérique. Donc, c'est pourquoi ces méthodes de Runge-Kutta présentent donc des méthodes donc, ces méthodes présentent pardon, présentent les calculs d'une manière successive. Ça, c'est très d'équations successives. Ça, c'est très important parce que ça nous évite d'écrire pourquoi l'une des raisons pourquoi nous utilisons les KI comme ça. C'est pour éviter les écritures de fonctions emboîtées. Parce que si vous voulez écrire F2 et puis vous ouvrez la parenthèse Tn plus H, virgule, et dans le second membre, vous avez Xn plus HF2 et dans F, vous avez encore une fois F, les calculs vont devenir donc, l'écriture va devenir un peu plus compliquée et même source d'erreur. Il suffit d'oublier donc une parenthèse quelque part ou oublier virgule quelque part et ça risque de faire faute. Donc, les méthodes Runge-Kutta se présentent de cette manière en calculant des KI successivement. Les KI commence au niveau 1 par FTN XN qui est la méthode d'Euler. Ensuite, K2 qui donne
une combinaison avec l'étape précédente, ensuite K3 qui donne une combinaison avec les deux étapes précédentes, et ainsi de suite. Et à la fin, nous donnons une combinaison globale des KI qui va nous permettre de définir notre terme xn plus 1. Tout ça, c'est pour déterminer le terme xn plus 1 qui est égal à xn plus h avec cette combinaison. Donc, les méthodes de Lange-Kota utilisent trois types de paramètres. Utilisent les paramètres CS qui présentent la portion de h ou la proportion de h ajoutée à Tn à chaque fois. C1, C0, on n'ajoute rien, c'est Tn. C2, C3 et ainsi de suite. Donc à chaque fois, j'ai Tn plus une quantité fois h. Donc c'est 16. Présente, deuxième type de paramètre, c'est les BI. Donc c'est la dernière ligne du tableau de Bütcher. Et là, c'est le coefficient des KI dans la combinaison donnant xn plus 1. Et utilise une matrice de A IJ, si on peut dire, d'accord, une matrice triangulaire. Et cette matrice, sur les lignes, il y a les S, et sur les colonnes, il y a les KI au niveau précédent, c'est-à-dire jusqu'au S-1. Et ça donne donc ce tableau de Bütcher qui facilite la présentation de ces méthodes à un certain niveau. Nous avons vu que la méthode Buller est la première méthode de Lange-Kota pour S égale à 1. Nous n'avons qu'un seul élément. D'accord. C'est pourquoi nous avons un seul B1. Nous avons une seule valeur B1. Donc, il n'y a pas de somme. C'est juste xn plus B1 K1 et K1 c'est Fn Txn. On retrouve la formule sans problème. La même chose pour point milieu qui donne une combinaison de Ka, K2. Théoriquement ici, c'est une combinaison, mais avec B1 égale à 0, donc on ne retrouve que K2. La méthode la plus utilisée des méthodes de Lange-Kota, c'est celle d'ordre 4. Et nous avons vu qu'on peut ajouter des conditions sur la consistance des Lange-Kota. Ça nous donne des conditions sur les BI, les coefficients BI, CI et les AI. Et nous pouvons, à partir de ces conditions de consistance, imposer ces conditions aux différents coefficients, essayer de faire un jeu de calcul algébrique pour essayer de déterminer ces valeurs-là et obtenir une formulation de la méthode. Bien sûr, vous devez comprendre que ce calcul n'est possible que pour un indice S qui n'est pas très grand parce que là, nous avons le cas 3. Si on peut imaginer le cas 4, ça va donner encore un système encore plus important, mais après, ça va être quasiment pas du tout possible d'appliquer cette méthode pour S égale à 10 ou S égale à 8. D'accord. Les calculs ne vont pas être simples. Mais pourquoi ces méthodes-là sont en train de les introduire? Lorsque je dis que les calculs ne seront pas faciles et simples à réaliser, c'est lorsqu'on parle de les réaliser à la main. Et maintenant, comme vous êtes dans un parcours analyse numérique, comme tout ça s'est focalisé en analyse numérique, une fois j'obtiens l'équation, je peux tenter, essayer de faire une résolution avec d'autres méthodes numériques. D'accord? C'est un système d'équations non linéaires. Est-ce qu'il y a des méthodes numériques? Point d'interrogation. Est-ce qu'il y a d'autres approches? Point d'interrogation. Mais on peut, nous pouvons éventuellement combiner plusieurs approches de méthodes numériques pour proposer donc une solution et obtenir notre méthode de Lange-Kota. Sachez que lorsque nous rentrons dans cette discipline, là c'est le cas, on peut combiner plusieurs méthodes et ce qu'on appelle les solveurs ou les boîtes noires qui sont disponibles dans les logiciels et tout, l'utilisateur qui n'est pas un spécialiste et ne connaît pas ce qui se passe à l'intérieur. On lui donne l'équation de ce côté, il peut saisir les données de l'équation ou bien de n'importe quel problème mathématique qu'il faut résoudre de ce côté, elle récupère la solution de l'autre côté. Et à l'intérieur de cette boîte, ou ce qu'on appelle solveur, c'est
une programmation de méthodes numériques, plusieurs méthodes numériques qui peuvent toucher à plusieurs aspects. Et c'est la résolution des équations différentielles et peut être combinée avec des méthodes de résolution des systèmes, et peut être combinée avec beaucoup de méthodes d'analyse numérique, et regrouper tout ça dans une boîte à outils, si vous voulez. On fait entrer donc les données d'un côté, on récupère les solutions de l'autre côté. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? S'il vous plaît. Oui. Oui. Voilà. Monsieur, j'aimerais savoir, par exemple, lorsque nous sommes dans un exercice, bien face à un exercice, et qu'il y a le schéma de Cauchy qui est devant nous, est-ce qu'il y Oui. a, par exemple, voilà, on peut faire des remarques pour pouvoir appliquer l'intégration numérique, une des intégrations numériques, soit rectangle, soit point milieu. En tout cas, est-ce qu'il y a des remarques à faire? Parce que parfois, je trouve des difficultés et je ne sais pas est-ce que dans quel cadre il faut appliquer trapèze ou quoi. Est-ce que vous pouvez nous donner un peu d'aide là-dessus? Non, ça dépend. Ça dépend. Vous avez dit exercice. C'est un exercice, donc il est lié à une matière. S'il est lié à cette matière, là, non, vous n'aurez pas à choisir comme ça au hasard une méthode. Et la méthode va être précisée. D'accord? Maintenant, s'il s'agit d'une autre matière, dans une autre discipline, bien sûr, le choix de la méthode va dépendre. Vous êtes en train, vous rencontrez, de faire la modélisation d'un certain problème, physique, biologique, financier, je ne sais pas, et vous retrouvez, vous arrivez, vous faites votre modélisation, vous formulez votre problème, vous faites le choix des variables et tout, vous faites un travail de modélisation, vous arrivez à un problème de Cauchy. Et vous voulez dire, ben non, il n'y a pas de solution. Comment je vais résoudre ce problème? Ben, vous pouvez penser à une méthode numérique. Bien sûr, ici, le choix, il est un peu, on va dire, libre. Vous pouvez, ça dépend des précisions. Nous avons vu qu'il y a des méthodes qui sont plus importantes que d'autres. Des méthodes qui donnent une précision plus importante. Des méthodes avec un ordre de convergence élevé qui vont converger rapidement. Mais s'il s'agit d'un exercice lié à la matière, vous ne pouvez pas choisir comme ça au hasard une méthode. Seulement, dans la question, il y aurait une précision de la méthode. D'accord, monsieur. Parce que je Ça me suis répond dit que... à ta Oui, question. oui, oui, ça me répond quand même. Je me suis dit que, comme la dernière fois, vous nous avez conseillé de ne pas forcément bêcher que les méthodes, il faut souvent démontrer les choses. Donc, parfois, je me dis que, est-ce qu'il va préciser qu'il faut passer par trapèze, il faut passer par Simpson, quelque Bah chose comme oui, ça? bah, les exercices que nous avons vus, la première série d'initiation, nous avons vu quoi? On vous dit à chaque fois, en utilisant la méthode du trapèze pour le second monde, écrire le schéma numérique, ou bien en utilisant la méthode point milieu, ou bien en utilisant la méthode de Simpson. Quel est le schéma numérique qu'on va obtenir? Donc, il y aurait toujours précision de la méthode. Pourquoi? Parce que choix de méthode d'intégration veut dire choix d'un schéma numérique. Donc, s'il s'agit d'un exercice, nous ne pouvons pas, donc, si chacun choisit sa méthode d'intégration, la quadrature d'intégration, là, chacun aura sa propre méthode. Donc, non, pour assurer que tout le monde va travailler de la même manière, la méthode d'intégration, moi, je vous dis, il faut, bien sûr, personne ne peut vous dire, n'apprenez pas par cœur les formules. Ça vous revient. Mais, de point de vue la pratique, les formules, vous avez 4-5 formules, mais, par exemple, avec des différences parfois minimes. Il y a, même si aujourd'hui je les apprends par cœur, il y a risque qu'à un moment ou à un autre, j'ai une petite confusion. Est-ce que H2 c'est ici ou là? Est-ce qu'il monte? Bien sûr, ça vient avec le travail, c'est vrai. Mais c'est toujours intéressant et pratique de comprendre l'origine de chaque méthode. Comme ça, si j'ai une petite confusion, si je n'arrive pas à me décider est-ce que le H2000 il est ici ou là,
je peux faire 2 lignes de calcul supplémentaires et retrouver ma formule et continuer de travailler tranquillement. Et c'est quelque chose que vous devez faire au début pour s'approprier les méthodes. Parce que la majorité parmi vous, sinon tout le monde, donc n'est pas très habitué à ces méthodes numériques. Oui, c'est vrai, vous avez fait quelques exemples pour l'intégration numérique et les méthodes pour les équations f de x égale à 0 en S4, mais sont des méthodes quand même différentes. Là, les schémas numériques de ZDP vous met déjà sur le, on va, on va dire, sur la première marche des escaliers de l'analyse numérique. D'accord. Donc, c'est quelque chose de très important. Avec, le cours que vous avez, avec les cours que vous avez eu en S5, ça doit commencer à donner à certains parmi vous qui aimeraient bien se poursuivre leurs études dans ce domaine qui est très important, qui est en développement des méthodes numériques, de l'analyse numérique, de résolution des équations. Là, nous sommes sur les équations différentielles et la suite naturelle, c'est les équations dérivées partielles. C'est vraiment la suite naturelle. C'est un cours qu'on commence à présenter à partir du niveau master et la recherche scientifique. Donc, ayez cette curiosité un petit peu de s'ouvrir, hein, de s'ouvrir sur ces éléments, parce que ça peut, pour certains, ça peut accrocher certains parmi vous et les pousser à s'intéresser davantage à ces éléments-là. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions?